Ça ne vous a pas échappé, l'Argentine c'est devenu une puissance agricole au niveau mondial. Aujourd'hui, on interviewe Sylvain Cournet, qui est agronome et agriculteur dans le Gers, donc en France, mais qui ponctuellement fait des missions là-bas et il va nous raconter ce qu'il a vu. Tout ce que je vais dire, faut prendre avec des pincettes. Il n'y a rien qui est vrai. Je ne suis pas un grand sachant. Moi, je traîne un peu à droite à gauche. J'écoute ce qui se dit et puis j'essaie de faire tout ça à ma sauce. Donc, ce que je vais partager, il faut rester humble sur tout ce que je dis. Voilà. Allez, je partage l'écran. Donc, oh. C'est bon, c'est parti, hein. Alors, je vois ton utilitaire, mais tu n'es pas en plein écran. Euh, Là, je suis en plein écran, normalement. Je Eh ben parle moi, pas. je ne dois pas en plein écran. Ah, là, c'est bon. Ouais, ok, Là, c'était bien. ça l'était, ouais. Voilà, là, Ok. c'est parfait. C'est bon? Oui. Ok. Bon, quand Martin il m'a demandé un peu d'intervenir, l'idée c'était c'était dans le contexte un peu actuel, avec les prix qui commençaient à chuter, tout ça. Il y avait avec les agriculteurs avec qui je discute, on commençait un peu à se dire bon, c'est là où on a vraiment besoin de continuer à créer nos résiliences dans nos systèmes. Donc l'idée de cette présentation, c'était de parler cultiver la résilience dans le Gers, en passant par la Pampa en Argentine, dans le Mato Grosso au Brésil. Quel retour de terrain. Vous allez pouvoir voir pourquoi je parle un peu de ces différentes contrées du monde. Tout d'abord, en tant qu'agronome, moi, je travaille vraiment sur de l'agronomie au service de la performance économique, performance globale. C'est pas que performance économique aussi, c'est aussi services environnementaux, services sociaux, enfin de la performance sociale aussi. Donc ça, je fais à différents moments avec différentes personnes. Le principal, c'est avec le CERFRANS Gascogne-Occitane. Au niveau du Gers et de la Haute-Garonne, j'accompagne des agriculteurs en individuel. Je fais aussi un peu de formation. Je le fais aussi avec Sol Capital Farming, qui est une boîte belge de conseils agronomiques. Et on fait du conseil en Argentine. On fait de l'accompagnement de ferme et de l'accompagnement de groupe aussi. Et quand il me reste un peu de temps, j'ai une petite ferme dans le Béarn où je fais des céréales, maïs, tournesol, soja, blé, et j'essaie de diversifier un peu avec l'arrivée de l'oignon, pommes de terre, des cultures de semences quand je peux. Et on fait aussi un peu de peuplier. Voilà. Et on va partager un peu je vais partager un peu des idées que j'ai vues en Argentine, parce que j'y vais pour le boulot, donc comme je disais. J'ai aussi travaillé pendant un an aux États-Unis, en Australie, en Roumanie, en tant que salarié agricole ou en tant qu'agronome. Et après, le Brésil, on en parlera tout à l'heure. C'est parce qu'on est allé faire un petit voyage avec le bon pote Guillaume Tan, qui est aussi agronome. Voilà. Donc c'est un peu ça qui m'occupe dans mon quotidien. Ces trois aspects, ces trois aspects. Juste un petit mot. Yes. Évidemment, on n'est pas. Mais tout le monde est sur YouTube. Donc, si vous avez des questions, posez dans le chat. On prendra un petit moment à la fin pour répondre à toutes vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Yes. Euh, Bon, je vais commencer un peu par du contexte dans les trois pays qu'on va parler aujourd'hui, la Brésil, Argentine et Gers. On va commencer par le Brésil. Le Brésil, j'ai un peu découvert là, en décembre. C'est une puissance économique et agricole hors norme, quoi. C'est vraiment une très très grosse puissance. Pour mettre un peu en perspective, en France, on produit 320 000 tonnes de soja. C'est à peu près 12 000 producteurs. On est autonome à 10% de la production de soja. Si on fait l'équivalent de ces 320 000 tonnes de soja produites annuellement en France, dans la zone de Sinopé, qui est au Brésil, dans le Mato Grosso, qui est, on va dire, la zone principale de production agricole, ça représente 70 000 hectares de soja, donc, parce qu'ils font des soja à 4 tonnes et demie. Donc ça fait là-bas, ça fait une ou deux grosses fermes, ce qui ferait la production nationale française, quoi. Donc c'est pour mettre en perspective un peu des quelles échelles on parle. Quand on discute un peu avec les agris, qu'est-ce qu'on voit dans le sentiment de leur objectif principal, qu'est-ce que c'est? C'est comment est-ce qu'ils continuent à développer économiquement leur ferme,
Et dans un contexte avec des enjeux sociétaux, c'est-à-dire de recrutement des recrutements des employés, législatifs, parce qu'il y a quand même avec les normes environnementales et notamment l'usage des pesticides, il y a quand même des grandes questions. Et après les demandes du marché. Demande du marché, il y a énormément de pression sur tout ce qui est soja issu de déforestation. Donc il y a pas mal de, c'est des choses que les agriculteurs prennent vraiment en compte dans la stratégie et dans leur développement. Quand on regarde au niveau de l'État qui intervient énormément dans le programme du Mato Grosso, qui s'appelle Produire, conserver et inclure, pour 2030, ils cherchent à produire 30% de plus en superficie de soja, donc des prairies qui étaient issues de la déforestation, qui veulent transformer en production de grains. Et cette production de grains, ils veulent 80% de plus de grains produits dans ce programme-là. Donc ça veut dire que voilà, on parle de chiffres assez importants quand même au niveau de production et d'entrée d'argent pour le Brésil et de développement économique pour le Brésil, quoi. Donc grosse puissance économique avec pas mal de développement. Quand on parle du voisin en Argentine, j'ai mis l'agro poumon vert de l'économie. Le poumon vert, c'est pas dans le sens les papillons, c'est plutôt poumon vert des billets verts des dollars. Le dollar est vraiment par l'export du soja est vraiment ce qui fait tourner l'économie d'Argentine. Et du coup, le soja a vraiment une place stratégique au sein du pays. Dans un pays qui, au niveau économique, a une inflation là terrible, enfin, une instabilité économique terrible. En 2023, il y a eu 200% d'inflation. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il n'y a aucune vision, aucune stabilité en fait dans l'économie. Si on met ça au niveau agricole, en plus de ça, on rajoute une couche avec 70% du foncier qui est loué sur des baux court terme, 6 mois. Même si les agriculteurs gardent des terres sur 10, 15, 20 ans, ils sont toujours quand même sur des baux précaires où ils n'ont pas forcément de visibilité à long terme. Et puis aussi le peu de disponibilité en main-d'œuvre qualifiée, de qualité qui reste, ça c'est vraiment un grand problème pour les Argentins. Donc tout ça fait que les agriculteurs sont dans des scénarios très opportunistes, assez court-termistes quand même, on va pas se mentir. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un contexte économique qui reflète bien la situation de l'Argentine. Et du coup les agriculteurs dans leur objectif c'est toujours comment minimiser les charges de travail. Comment limiter la prise de risque tout en maintenant une rentabilité élevée dans un négoce qui est quand même plus dépendant du climat que les voisins argentins dans le Mato Grosso, par exemple. Voilà. Ça, c'est pour l'Argentine. Et du coup, si on revient à notre petit Gers, sur lequel j'ai la chance d'être agronome. Donc le Gers, pour ceux qui sont très bons en géographie, c'est dans le sud-ouest. J'ai mis en bas là, c'est en bas dans le sud-ouest. On est entre Toulouse et Pau, on va dire. On est dans une zone intermédiaire quand même en termes de production, une zone intermédiaire qui est en recherche de solutions, pardon, de solutions économiques avant tout, parce que si on reprend dans les 8 dernières années, on a eu 3 années qui ont permis de tirer un SMIC. Le reste, c'était pas des années folichonnes. Donc ça, c'est un premier challenge de nos zones, c'est la rentabilité des structures. Il y a aussi un second challenge qui est le renouvellement des générations. On a un peu plus de 50% des agriculteurs qui ont plus de 55 ans, donc il y a quand même une question de renouvellement. Et derrière aussi, on a eu développé normalement le bio dans notre territoire. C'est le premier territoire de France en bio. 20% de la superficie hein, de la SAU. Parce que les agriculteurs sont allés chercher des prix, des primes, plutôt que des rendements, parce qu'on est sur des rendements limités, 50 quintaux en blé et 20 quintaux en tournesol. Donc voilà, sauf que une fois qu'il y a plus de prix et plus de primes, comme c'est le cas, il y a eu une grosse vague de conversion en 2015. Les aides à la conversion se terminent, les prix du bio s'effondrent. Donc qu'est-ce que ça va être un peu le futur de l'agriculture bio dans ce territoire? Il y a un gros point d'interrogation. Et en fait, ça reflète bien un peu ce qui se passe sur les territoires et qui est un peu la demande des agriculteurs en général, c'est comment être rentable tout en pérennisant quand même l'outil de production, en pérennisant cette exploitation. On a des belles infrastructures, mais comment est-ce qu'on le pérennise et comment on crée cette rentabilité, quoi. Voilà. Donc,
pour continuer un peu dans le contexte, pour essayer parce qu'après on ira dans le technique, mais je pense que c'est important de comprendre le contexte pédoclimatique à chaque fois. Si on prend le Mato Grosso, c'est climat tropical, donc 25 degrés de moyenne, 1800 mm de pluviaux. Donc on a du végétal qui pousse tout le temps. Historiquement, c'était des forêts, c'était pas les forêts amazoniennes avec les gros arbres, c'est plutôt des forêts un peu plus petites, un peu plus tassées. Bon, avec énormément de biodiversité, hein, sans contester, mais voilà, qui ont été déforestées depuis entre 20 et 40 ans, quoi, la grosse partie. C'est des sols tropicaux, donc des sols qui sont déminéralisés, euh, des sols très acides déminéralisés. Et historiquement, ça fait 20 ans, voilà, qui font du semi-direct quand même de manière assez développée dans le pays, quoi. Et au niveau des rotations, des productions, c'est vraiment, je fais des grandes généralités, hein, mais on est en général sur 2 cultures par an dans le Mato Grosso, soja, maïs, donc les 2 cultures qui s'enchaînent, ou soja, coton dans les zones qui peuvent avoir du coton. Voilà. Et avec les bovins dans les terres à moins fort potentiel ou qui ont été défrichées plus récemment. Donc ça, c'est pour le Brésil. L'Argentine, quand même, on est dans un contexte totalement différent. Pas du tout dans le contexte. Dans la zone nucléo, c'est la zone principale de production de soja, maïs de l'Argentine. On est sur des pluviaux plutôt aux alentours des 800 mm, 800 mm, 1000 mm, des pluies plutôt printanières, estivales, hiver sec. Il y a des nappes qui viennent influencer pendant le cycle des cultures, qui viennent maintenir le niveau d'alimentation hydrique des cultures. Donc ça, c'est une grosse force dans les territoires qui en ont. Voilà. Historiquement, c'est quand même, ça fait 20-30 ans qu'elles sont cultivées, ces terres. Avant, c'était des prairies naturelles, pâturées, prairies vierges, là, c'était pas du tout des prairies semées. Donc, on est sur des terres neuves, des terres très riches, où pendant 20 ans, il y a eu du semi-direct. Enfin, avec l'avènement de la chimie, des OGM et du semi-direct, en fait, il y a vraiment le paysage qui a changé, qui a été tout cultivé, avec aujourd'hui un système un peu en bout de course qui est le système un peu de la monoculture soja et des rotations courtes qui avec des résistances et des schémas OGM avec des résistances aux adventices et perte de productivité des parcelles. Donc aujourd'hui, on n'est plus sur des rotations blé, soja dérobé dans les parcelles qui le permettent, maïs, soja, quoi. C'est un peu, et des terres bovins en plein air, pâturage toute l'année sur des terres à moins fort potentiel. Donc voilà pour le contexte de l'Argentine un peu. C'est vraiment des grandes lignes, hein. Faut pas ceux qui connaissent, ils savent qu'il y a un peu plus de granulométrie dans les territoires. Voilà, et puis si on va dans le Gers, on est dans un territoire où on a à l'ouest des grosses pluviaux, on est aux alentours des 1000 mm, et quand plus on va à l'est du département, on peut se trouver sur des 600-700 mm de pluviaux, avec des printemps secs qui font que on perd pas mal de quintaux sur les céréales à paille, avec des étés secs aussi, s'il n'y a pas l'irrigation, les cultures de printemps sont compliquées. On est sur des coteaux et des plaines cultivées depuis 150, 200 ans, donc ça veut dire que en fait c'est des terres qui sont avec les pratiques culturelles rincées, quoi. Donc avec un gros challenge pour régénérer tout ça et sur des niveaux de productivité, voilà, comme je disais, blé 50 quintaux, tournesol 20 quintaux, soja, maïs en irrigué et quelques cultures à forte valeur ajoutée, de la vigne, des cultures de semences ou du canard, qui ont permis à une partie de l'exploitation de tenir bon, parce que c'est ça qui faisait rentrer de l'argent en fait dans les structures, quoi. Voilà. Donc ça c'est pour le contexte un peu pédoclimatique. Et si on compare un peu, si on s'amuse un peu à comparer au niveau économique trois territoires, et il comprend une culture, on va dire, référence aux 3 territoires, c'est-à-dire le soja. Dans le Mato Grosso, on va aller sortir 45 quintaux avec un coût de production aux alentours des 25-30 quintaux. Puis on enchaîne un coton. Voilà. Dans la zone argentine, on est sur des niveaux de productivité moindres. On est à 25-30 quintaux sans irrigation, mais des coûts de production bien moins élevés. Donc là, quand je mets coûts de production, c'est charge opérationnelle, charge de structure, hein. 230 € tonnes, on est sur les soja.
Sachant que eux, ils vendent pas des soja à 420, 450 euros tonne. Eux, ils sont plutôt sur des prix de vente des parts fermes à 270 euros tonne et avec des intrants aussi très élevés. Eux, ils sont toujours allurés à 830 euros, alors que nous, on est 420 euros, quoi, 450 euros tonne cette année, quoi. Et si on compare ça, ben, du coup, à notre petit territoire français déjà soit, nous, on est à 25-30 quintaux, mais avec 4 ou 6 tours d'irrigation, et avec des coûts de production à 400 euros tonne, donc c'est-à-dire presque le prix de vente. Euh, voilà. Donc, on est sur des stratégies totalement différentes. Notamment, c'est notamment une charge matérielle qui nous, dans le Gers, nous coûte très cher. On est entre 2 et 4 chevaux par hectare, ça coûte cher, alors que quand on regarde en Argentine, c'est beaucoup dans de l'entreprise. Il y a des dates de semis assez longues, donc ça permet de tomber pas mal d'hectares par machine. Donc on est sur une majorité d'interventions qui sont faites par des ETA sur des structures de 1000, 2000, 3000 hectares, quoi. Dans Mato Grosso, c'est un peu différent au niveau du matos. Ils ont quand même tout internalisé parce qu'il y a vite quand même des distances. Les périodes de semis et de récolte sont courtes et les interventions phyto-ferti assez intenses. Donc plutôt tout internalisé. Donc ce qui fait aussi monter un peu euh, les coûts de production chez eux, quoi. Voilà. Et le dernier point au niveau contexte productif, au niveau de l'intervention de l'État, dans le Mato Grosso, autant il n'y a pas de subvention à l'hectare avec de la PAC, mais il y a un peu de subvention quand même, tout ce qui est infrastructure. L'État investit dans le pays, quoi. Donc voilà, dans l'agriculture, donc ça aide énormément les producteurs à se développer. Et alors qu'en Argentine, il n'y a pas du tout de subvention, c'est plutôt l'inverse. L'État essaie de tirer tout ce qu'il peut de la production agricole et n'aide pas du tout en termes d'infrastructure ou les agriculteurs. Donc, voilà. Et nous, bien sûr, dans nos systèmes, on est avec des forts niveaux de subvention par actif, si on prend en compte la PAC, subvention matérielle, etc., quoi. Donc, voilà, voilà. Ça, c'était un peu sur le contexte. Sur les contextes, je pense que c'était important de reprendre un peu tout ça, de mettre l'église au centre du village. Du coup, un peu dans ces trois pays, l'idée c'était un peu de travailler autour, enfin c'est de travailler ou de voir un peu ce qui se fait en termes d'agriculture régénérative. Et c'est de se demander en fait, ben, est-ce qu'on trouve une approche commune? Est-ce qu'il y a une approche commune, quoi? Est-ce qu'il y a une méthodologie un peu similaire entre tous les pays? Et ça, c'est en fait ce que j'ai vu un peu à travers les différents pays que j'ai pu voir et travailler, pas que ces trois-là. C'est qu'en fait, il faut bien se dire que l'approche globale dans ces grandes lignes, elle est assez similaire. C'est que déjà, il faut prendre les choses à l'échelle d'un système. En ce moment, un semi-direct, un couvert végétal, ce sont des outils qui servent à l'échelle d'un système à atteindre des objectifs. En général, ce que je prends comme exemple, c'est que euh, on a un objectif, on veut monter un escalier pour atteindre ces objectifs, et ça sert à rien d'essayer de travailler et de travailler sur les outils qui sont sur la 10e marche, alors qu'on n'a pas gravi les deux premières marches, quoi. Et donc ça, c'est vraiment comprendre son facteur limitant et savoir le hiérarchiser par ordre d'importance pour pouvoir aller chercher de l'impact positif sur son exploitation, pour pouvoir avancer et pour pouvoir avoir du résultat. Et c'est ce que je prends souvent en exemple sur ces deux photos où en fait, ben, oui, dans les deux cas, on a passé un outil à dents et on a utilisé des couverts végétaux, mais dans un cas, on a passé le cracker qui fait trop de terre fine et un couvert végétal à 100 kg hectare qui a pas d'effet structurant. Et dans l'autre, on a utilisé la rotation, on a utilisé un décompacteur dans des bonnes conditions et un couvert multi-espèces. Et ce sont deux parcelles voisines. Et on voit bien que l'impact, quand on est au 1er juin et que toutes les cultures sont semées, on voit bien que l'impact est différent de ces différents outils. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas eu la même approche système dans ces deux exemples. Donc, voilà. Et si on veut vraiment aussi terminer sur cette question de l'approche système, il n'y a pas un outil qui va permettre d'avoir plus 15%
de résultats, quoi. C'est vraiment la somme de petits pourcentages, de gains de petits pourcents qui va faire un plus 15%, quoi. C'est un petit peu de décompacteur dans les bonnes conditions au lieu d'un cracker, un petit peu de couverts végétaux qui va faire qu'on peut avancer et qu'on peut aller chercher des bénéfices sur les exploitations, quoi. Donc voilà. Du coup, euh, du coup, quand même, si on parle Amérique du Sud, on parle forcément semi-direct et approche semi-direct, quoi. Et on se dit, putain, quand même, quand on regarde la zona nucléo en Argentine, ils font tout en semi-direct. Le Mato Grosso aussi, il y a quand même une grosse partie qui est en semi-direct. Et on se dit, bon, comment est-ce qu'ils font pour réussir, quoi. Et en fait, on se rend compte que ben déjà, la majorité des semis sont dans des sols à faible résidu, comme on voit sur la photo de droite. En fait, initialement, c'était vraiment du semi-direct sans couverts végétaux. Donc ça, c'est quand même, ça permet des implantations un peu plus faciles quand on commence. Sur des sols qui sont généralement très légers. Donc ça permet une ouverture du sillon et c'est surtout une fermeture du sillon assez facilement, avec seulement des jeux de roues de fermeture en fonte, et ça permet de refermer des sillons facilement quand on n'a pas beaucoup de résidus sur les sols légers. Et aussi un réglage très agressif des disques turbo, des disques ouvreurs et des chasse-débris qui, comme on peut voir sur la photo là dans ce tournesol en semi-direct, où en fait on voit ça a quasiment été strip-tillé quoi sur sur le sur le rang, quoi. Et donc ça permet voilà forcément un démarrage des cultures, une culture comme le tournesol qui est pas du tout qui aime pas du tout les démarrages les mauvais démarrages, de réussir des bonnes implantations dans leur système, et surtout si derrière il y a des petites pluies sur la période de semis, quoi. Euh, voilà, et ça a permis en fait d'atteindre leurs objectifs aux Argentins pendant des années, aux Argentins mais aussi aux Brésiliens. C'est que en fait, ben, ils ont pu tomber des hectares, garder des bons niveaux de productivité, voire être plus résilients quand il y a eu des périodes de sec ou des gros avados, quoi. Donc ça leur permet d'être beaucoup plus résilients. Et ils ont eu donc des meilleurs résultats en semi-direct. Enfin, ils ne se sont pas posé la question, est-ce que je dois améliorer ma fertilité du sol ou quoi? Enfin, on fait du semi-direct en avant et voilà. Sauf que voilà, on va le voir, ils ont commencé à intégrer les couverts végétaux, etc. pour atteindre d'autres objectifs plus tard, quoi. Juste un dernier commentaire sur cette slide. La photo de gauche, c'est un coutre qui a un coutre qui a. Alors, désolé, j'ai oublié de brancher la batterie. Je fais ça. C'est bon. Donc ouais, le poutre à gauche là, en fait c'est assez intéressant parce que bon on l'utilise pas mal dans le sud-ouest sur les poutres devant les disques de l'élément semeur pour dégager le sillon. Et nous on utilise des poutres plutôt des poutres 10 mm plutôt fermes parce qu'on cherche à travailler moins sur le sol possible. Mais en fait eux là c'est pour les semis de coton au Brésil, dans des sols argileux à 30-40% d'argile. En fait, ils se sont rendus compte que aussi ils avaient démarré avec des poutres de 10 mm et en mettant des poutres de 20-25 mm, en fait, ils percevaient plus la ligne de semis, créaient plus de terre fine et du coup, ça permettait des meilleures implantations. Et du coup, je pense que ça, c'est des petites évolutions, hein, des petits détails qui peuvent nous permettre d'améliorer nos implantations en semi-direct sur les cultures de printemps. C'est une idée pour ceux qui ont envie de se bricoler ça. Juste, je regarde si j'ai bien ma batterie qui charge. Ouais, c'est bon. Hop. C'est bon, ça s'est remis en mode plein écran? Ça. Ouais, c'est bon. Ouais, ok. Ok. Donc du coup, comme je disais, le développement initial était vraiment autour en Amérique du Sud autour du semi-direct pur et dur, pas de couverts végétaux. Et du coup est venue un peu plus la question de la durabilité de ce système. Parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait un problème de cycle de carbone, ils maintenaient pas les niveaux de carbone dans les sols, les sols se reprenaient en masse. Ils gardaient des bons niveaux de productivité, mais ils voyaient qu'ils étaient de moins en moins résilients, quoi.
Et du coup, ben, les éleveurs faisaient toujours des couverts végétaux pour faire pâturer. Et du coup, ils se sont dit, bon, ben, en fait, c'est dans cette mouvance qu'il faut aller, quoi. Faut développer les couverts. Et eux, c'est assez marrant dans la terminologie, c'est ils parlent pas de couverts végétaux, mais de culture de service, quoi, des cultivos de servicio. Euh, et du coup, ça montre bien en fait ce qu'ils cherchent à faire à travers ce travail des couverts, d'implantation des couverts. Et du coup, ben voilà. Du coup, ça reste des couverts assez simples, hein. Eux, ils n'ont pas 50 000 espèces de disponibles. C'est des couverts à base de vestes communes et de graminées, soit seigle, soit avoine, avec des proportions qui varient en fonction de si on va sur un maïs ou sur un soja. Mais voilà, des couverts assez simples, denses, semés en direct, semés à la volée, voilà, un peu de différents cas. Et eux, ce qu'ils cherchent, les opportunités en fait qu'ils ont vues à travers l'utilisation des couverts végétaux. C'est le contrôle des adventices. Ça a été vraiment la porte d'entrée en fait il y a 5-10 ans pour le développement des adventices. C'est qu'ils ont aujourd'hui la technologie OGM. Il faut se dire que même si tu as des nouveaux OGM qui sortent, c'est toujours des technologies qui sont cassées où il y a de la résistance herbicide, donc des contrôles qui sont très difficiles, glypho, de 4D en culture. Et donc les couverts végétaux ont vraiment permis de diminuer la pression adventice des cultures. Ça ne l'a pas supprimé, hein, mais ça a diminué la pression. Ça a augmenté les capacités d'infiltration en eau, donc des cultures qui se tiennent mieux. Et puis notamment aussi, ça a ouvert l'option de faire des maïs sans azote, puisque eux, ils sont vraiment sur les questions de retour sur investissement. Si un maïs à 9 tonnes avec de l'urée a le même retour sur investissement que un maïs avec un couvert végétal de 7 tonnes, ils vont faire un maïs de 7 tonnes avec un couvert végétal, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant. Et derrière aussi, ben, pour les éleveurs, c'est étendre les productions de fourrage pendant l'hiver, des couverts pâturés par les angus, quoi. Voilà. Destruction généralement glypho de 4D des couverts végétaux. Voilà. Ça c'est en Argentine. Au Brésil, je vais pas faire de généralité. Nous, ce qu'on a vu un peu, c'est que dans des systèmes un peu moins intensifs où ils vont chercher moins les 2 cultures par an, c'est la bracaria qui vont implanter de manière majoritaire, notamment pour aussi aller chercher du fourrage avec ça. Il y a la crotalaire qui commence à sortir un peu son épingle du jeu parce qu'ils ont des gros problèmes de nématodes dans les sols. Donc cette légumineuse d'Afrique là, la crotalaire qui se plaît bien dans leur contexte, apparemment commence à sortir des bons résultats. C'est toujours des variétés sur les contrôles des nématodes. Donc ça, ils en sont plutôt contents. Et voilà. Et eux, c'est principalement structuration des sols et recyclage des minéraux et destruction chimique. Et évidemment, pas d'intervention de l'État pour la mise en place des couverts végétaux, mais c'est des pratiques qui sont quand même aujourd'hui, sur les 5 dernières années, ont eu un développement assez significatif dans les systèmes de production d'Argentine et Brésil. Voilà. Si on remet un peu plus les pieds dans le Gers, nous, qu'est-ce qu'on va essayer de chercher avec les couverts végétaux dans nos systèmes? C'est la gestion des charges de structure par la réduction du travail de sol. Les agriculteurs nous disent c'est des coûts de rotative en moins, des structures quand on commence à avoir quelques années de beaux couverts, des structures quand on fait un test bêche, qui ont plus besoin d'être travaillées en profondeur, juste d'assurer l'huile de semence. Et puis la réduction aussi azotée, de la réduction azotée. On en parlera tout à l'heure. Ce que je dis souvent, nous, dans notre vision des couverts végétaux, c'est de faire de l'agronomie de précision. Aujourd'hui, les couverts végétaux dans le Gers sont vraiment très bien adoptés. On a, je pense, enfin, une grosse majorité des sols qui sont couverts, notamment aussi de côté réglementaire. Mais c'est majoritairement févrole, des févroles à 150, 180 kg hectare. Ça, c'est des févroles en levée, tu as 25 pieds au mètre carré. 25 pieds au mètre carré, si on prend le système racinaire qui fait aller 7 cm de diamètre, quand on fait le calcul, en fait, ça fait que 10% du sol qui est perforé et azoté. Donc, c'est-à-dire qu'un impact qui est positif, mais on peut aller plus loin, en fait, quand on va construire des mélanges, et nous, c'est sur ça qu'on travaille, des mélanges multi-espèces qui ont le même coût hectare, mais où on va chercher 150, 200 plantes au mètre carré. Donc voilà. Donc ça, c'est un peu, quand on remet les choses dans notre contexte sud-ouest, c'est un peu ça qu'on essaie d'atteindre.
Comme on disait, on va essayer de chercher des économies sur ces intrants, l'utilisation de ces couverts végétaux, du semi-direct. Et il y a ce groupe avec lequel on travaille en Argentine, qui est un groupe qui souhaite développer l'agroécologie au sens large, hein. Il n'y a pas que le côté technique, mais aussi le côté social et environnemental de l'impact des fermes. C'est à Tres Arroyos, dans la province de Buenos Aires, en Argentine, un groupe d'agriculteurs assez motivés, agriculteurs céréaliers et éleveurs, plutôt éleveurs céréaliers même, on dirait. Et qui essaie de développer voilà minimum d'intrants, zéro fertilisation azoté et minimum de désherbage, insecticides, fongicides, des ensortis. Et du coup, quand on voit comment est-ce qu'ils travaillent, en fait, au final, c'est des gros chargements animaux. On est à 1,5 UGB par hectare sur l'année, en incluant les cultures. Donc, c'est-à-dire des gros chargements. Les cultures, elles représentent entre 30 et 60% de la surface de la ferme. Et du coup, comment est-ce qu'ils font des cultures sans fertilisation azoté? En fait, ils passent par des phases de construction des reliquats azotés. Donc, ça peut être très bien des luzernières pasturées de manière intensive pendant 18 mois ou des annuels, des cycles d'annuels dans la rotation des cultures. Donc, c'est-à-dire des avoines vesses pâturées qui vont être enchaînées par des sorgho ou des soja maïs pâturés qui permettent de construire le reliquat azoté, de cycler les minéraux pour pouvoir après implanter, une fois que le sol est construit, la fertilité biologique et chimique est construite, et physique aussi, ils implantent des cultures à faible intrant. C'est notamment l'exemple de ce maïs où il pousse aussi un peu la réflexion assez loin. C'est des maïs faible densité avec des variétés spéciales. Donc faible en densité, c'est quoi? C'est des maïs à 20 000 pieds hectares, zéro fertilisation azoté, désherbage dans ce cas, et où ils cherchent du double épi par pied, et ils vont chercher du 60-70 quintaux en sec, ce qui est le rendement référence dans des systèmes classiques de leur ferme. Mais sauf que voilà, il n'y a pas 30% de charge d'entrant et il n'y a pas 30% de charge de semence, quoi. Donc ça, c'est des grosses économies, et ça permet de cultiver cette résilience dans leur système. Et après, vous imaginez bien que quand on intègre des luzernières pâturées, des cultures annuelles pâturées, on casse le cycle des adventices, donc on a une gestion du stock semencier qui est assez importante. Et après, eux, ils s'interdisent pas, c'est des gars qui font beaucoup de semi-direct, mais ils s'interdisent pas de passer un coup de scalper ou de disque pour gérer les adventices qui pourraient être problématiques avant des cultures de printemps. Voilà, voilà. Ça, c'était pour le côté un peu de résilience avec l'intégration des animaux dans le système de production. Si on revient toujours, j'essaie toujours de faire le parallèle un peu à ce qu'on fait nous dans le Gers. Pareil, on va essayer de faire des itinéraires bas intrants, parce que nous, la fertilité azotée, c'est quand même la fertilité en général, c'est quand même 30% des charges opérationnelles. Donc il y a un gros poste, et notamment c'est la fertilité azotée évidemment. Fertilité azotée qui les 2 dernières années avait bien explosé, donc ça nous a bien posé des questions sur comment est-ce qu'on peut travailler sans ou avec moins. Et du coup, voilà, c'est tout simple, hein, c'est construire des reliquats azotés avec les couverts végétaux. Par contre, c'est pas n'importe quel couvert végétaux. Là, c'est l'exemple des couverts à base de trèfle. Le choix des espèces, des variétés est vraiment primordial pour pouvoir avoir des couverts qui soient performants, qui produisent du reliquat azoté. Ça, c'est cet enchaînement-là, trèfle qui va sur un tournesol. Donc, on fait un blé, on sème un trèfle au 15 septembre, 15 septembre, 15 octobre, en fonction des conditions météo. Et après, derrière, on va sur un tournesol ou sur un maïs. Ça nous a permis, quand on mesure les reliquats azotés, de produire 100 unités, et qu'on regarde les résultats de tournesol sans ferti, de produire 100 unités, 120 unités d'azote disponibles pour la culture suivante. Donc c'est pas neutre quand même comme impact. Et derrière, on ne sait pas, mais on suspecte quand même un petit gain de rendement sur le tournesol qui suit, sur le tournesol, parce que quand on voit là la photo, on voit la petite crinière en bas noire, c'est mes cheveux. Donc des tournesols pris, ça c'était en 2022, donc l'année très sèche. Et des tournesols qui font 2 mètres de haut, donc ça c'est des tournesols qui ont eu beaucoup d'azote, voire trop d'azote, mais qui n'ont pas souffert du stress hydrique, et qui, quand on regarde les rendements un peu voisins, on est un peu au-dessus, quoi.
et derrière des blés qui sont noirs, qui poussent, qui ont des fortes vigueurs de démarrage, donc avec toujours de l'azote sous la pédale, quoi. Donc de l'impact rendement et puis aussi de la résilience, hein, c'est le thématique de la journée, mais quand tu peux économiser 60 unités d'azote sur un tournesol et que tu peux derrière économiser 30-40 unités d'azote sur ton blé qui suit, ben c'est pas neutre. Et puis quand on voit le comportement aussi du végétal dans 2022 sur un été très sec, on se dit que voilà, on est dans le vrai, le végétal répond, quoi. Donc sous nos latitudes françaises sud-ouest, on arrive à avoir des choses très intéressantes, quoi. Donc ça, c'est, on va dire, sur le côté, on construit des choses positives pour l'exploitation. Après, on n'est jamais à l'abri des impacts champignons, parasites, insectes, pucerons, larves, enfin, les gens passent. Et là, c'est une belle découverte qu'on a fait au Brésil. Les Brésiliens en fait sont dans un contexte tropical, donc gros problème champignons, gros problème insectes. Parce que il fait chaud, il fait 25-30 degrés tout le temps, il pleut tout le temps, donc forcément c'est le paradis pour eux. Et du coup, ben, forcément, des molécules, quand même, la recherche chimique, phyto est limitée. Donc, très vite, des résistances insecticides, fongicides fortes. Et du coup, ben, l'État, avec son organisme Embrapa, qui correspond à l'INRAP, à chercher des solutions. Et ils ont trouvé des solutions par l'utilisation des micro-organismes, ce qu'ils appellent les bioinsumos. Si vous tapez ça sur Internet, Embrapa bioinsumos, vous allez trouver des mines d'or. Ils ont mis en place tout un programme de R&D. Et aujourd'hui, c'est un développement, enfin, c'est sur des centaines de milliers d'hectares hein, qui ont des itinéraires techniques mixtes où ils mélangent phyto et biologie pour pouvoir gérer les problèmes parasites, champignons et insectes. Voilà. Et là, j'ai mis une petite liste des produits, de certains produits quand on fait la biblio. C'est du Bacillus, du Chromobacterium, du Lactobacillus, des Pseudomonas, des Trichodermes. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Et son développement aussi, bon, c'est pas que l'impasse technique qui a permis son développement, c'est aussi que il développe sur les fermes, énormément ces produits-là. Enfin, il les multiplie en fait sur les fermes, pardon. Et ça permet de baisser les coûts de production énormément. En fait, ils disent que voilà, un bacillus, quoi, ça coûte environ 1 euro l'hectare par passage à produire. Donc, ça, c'est beaucoup moins cher que les phytos. Donc, forcément, ça a aussi aidé énormément en plus de l'impasse technique de développement de cette technologie. Voilà. J'ai mis en photo le petit avion là, c'est parce que c'est gros utilisateurs des avions. Hein, c'est 80% de la pluvée sur une ferme, c'est quand même c'est de l'avion. Donc ça veut dire que c'est des grosses pressions sorties de buse. On est sur du 5 bar. Donc ça veut dire que leurs micro-organismes fonctionnent avec ces pressions-là. C'est assez intéressant. Et aussi, du coup, comme ils font des passages réguliers sur l'exploitation, donc c'est vraiment des stratégies inoculation biologie, mais c'est pas on fait un passage et c'est terminé, c'est des passages tous les 10-15 jours. Et ils mélangent ça, du coup, avec herbicides, insecticides. Ils mélangent cette biologie-là. Ils mélangent pas avec les fongicides, mais ils ont fait pas mal de tests labo et les mélanges herbicides, insecticides, ça passe. On va. Donc c'est assez intéressant pour nous, pour nos développements sur nos fermes. Je pense il y a des pistes aussi à faire ça. Et notamment aussi sur les questions de pression, en fait, les 2,5 bars, en fait, on peut passer au travers de ça. Donc, je vais parler de la multiplication. Comment ça se passe, en fait, ces multiplications? Donc, il y a, on va dire, deux écoles. Il y a les fermes qui sont allées jusqu'au bout et qui ont carrément monté des unités de multiplication sur la ferme. Ou sinon, d'autres fermes qui ont plutôt travaillé avec les fournisseurs de micro-organismes, qui, eux, mettent, en fait, à disposition des conteneurs où il y a 4-5 cubes de multiplication des micro-organismes. Les commerciaux donc fournissent les micro-organismes et l'aliment pour la multiplication de ces micro-organismes. Et ils ont en location ces conteneurs. Quand ils parlent de ces containers, en fait, c'est assez intéressant, c'est que eux, plus que de fournir une solution, on va dire pratico-pratique, c'est que eux, en fait, ils fournissent une ambiance contrôlée quand ils fournissent ces containers.
Ils garantissent une chaleur constante, parce que voilà, dans un climat tropical, il faut avoir une chaleur quand même, il faut diminuer la chaleur de ces containers. Et puis aussi une gestion bactériologique pour que ce soit en termes de lavage, mais aussi avec l'utilisation de lampes UV pour assainir l'environnement du container et ne pas avoir de contamination d'un lot à l'autre. Aussi, un petit détail, mais je pense que c'est important, une tendance qui développe pas mal les EM sur les fermes, qui les multiplie. Eux, ils sont pas mal sur les brassages dans les cuves. Ils disent que ça permet une meilleure répartition de l'alimentation au sein de la solution et du coup une meilleure concentration au final du liquide en micro-organismes. Donc ça, c'est assez intéressant. Il faut en général une cuve à micro-organismes. Ils font pas de mélange pour essayer de garder, de pas avoir d'antagonisme et pas d'avoir de l'un qui influence sur l'autre. Voilà. Et c'est pas de la comment dire, c'est de la production. C'est de la production au fur et à mesure, quoi. Il n'y a pas de stockage. Il n'y a pas de stockage de ces micro-organismes, ils produisent, ça, ils mettent ça dans le pulvé et enfin ils multiplient, ils mettent ça dans le pulvé et ça part. Il n'y a pas de stockage en IBC ou en cuve plus grande, quoi. Voilà pour l'explication des micro-organismes. Et c'est des développements vraiment à des grandes échelles. Forcément, quand on parle contrôle des insectes, contrôle des insectes, contrôle des champignons, on parle forcément nutrition des plantes, nutriprotection. Forcément, ce levier-là est travaillé énormément, notamment au Brésil, dans des sols très décalcifiés. Notamment, il y a un des challenges, et c'est la photo de gauche, c'est ça. C'est dans des systèmes semi-directs, c'est comment est-ce qu'on incorpore le calcium, quoi. Et du coup, ils ont notamment développé ces décompacteurs, on reconnaît la petite marque allemande, qui va bien dans les systèmes semi-directs. Donc la flèche verte, elle montre les disques ouvreurs. Et derrière les trois flèches, en fait, ça montre la répartition du calcium sur trois niveaux, enfin de la fertilisation en général, sur trois niveaux possibles avec des variations des concentrations pour pouvoir assurer en fait une reminéralisation du sol du profil dans sa globalité. La troisième flèche aussi, enfin la flèche la plus haute, ça permet aussi, c'est un caisson petite graine, donc ça permet aussi de semer notamment des bracailles dans le système pour pouvoir faire une pierre plusieurs coups. Voilà. Donc eux, ils sont vraiment au Brésil, vraiment sur la reconstruction, la reminéralisation, parce que c'est des sols déminéralisés. Donc il y a cette construction dans certains cas, de la construction de la fertilité chimique qui est nécessaire. Si on prend le cas argentin sur des sols minéralement très riches et aussi assez vierges en termes d'historique agricole, il n'y a pas eu de retour sur investissement ces dernières années de la fertilisation. Par contre, là, maintenant, à force d'extraire énormément de minéraux par les exports de grains, ils commencent à avoir des réponses à la fertilisation. La fertilisation, la reminéralisation, elle n'est pas que, il n'y a pas un retour sur investissement que sur de l'apport physique au sol. Il y a aussi les apports foliaires qui sont énormément travaillés, notamment par les Brésiliens, comme ils passent très régulièrement quand ils mettent les herbicides, les fongicides, ils y mettent aussi des bases d'oligo avec des algues ou des acides aminés pour ben voilà assurer la nutrition parce que nos systèmes agricoles ne sont pas parfaits. On n'a pas la biodisponibilité de tous les minéraux, donc les corrections par voie foliaire sont nécessaires. Et il faut se dire que ces deux piliers-là, c'est vraiment une base et que la biologie derrière, tout ce qui va être, je sais pas, des EM, des bacillus, etc., ce sont plus des catalyseurs. Enfin, en tout cas, comment moi je travaille et comment ça m'a été présenté dans différents systèmes, c'est que c'est vraiment des catalyseurs. S'il n'y a pas la base primaire, la base de sol rechargée, la biologie n'a moins d'impact. Et voilà. Donc vraiment la biologie, il faut le prendre comme un catalyseur dans ces systèmes de nutrition et fertilité chimique des sols, quoi. Une photo à gauche, c'est pour montrer ce qu'on fait aussi dans le Gers. Ça, c'est une photo d'un blé où on a optimisé 60 unités d'azote.
Ça, c'est possible quand en fait on travaille bien sur les efficiences, les positions. Donc c'est blé de force, blé améliorant. Donc c'est des blés pour la panification à 13,5 de protéines. Donc là, il faut pas se louper sur la fertilisation azotée. C'est des blés en fait comment dire, avec la rotation, ça c'est des blés en semi-direct, la rotation, des gros couverts végétaux, de la fertilisation au sol à base de soufre, quoi, de la correction en foliaire, notamment avec des urées diluées sur les fins de cycle, qui nous permettent derrière d'obtenir les mêmes rendements que les voisins qui ont 60 unités de plus et d'atteindre les mêmes niveaux de qualité. Mais du coup, en étant plus intelligent et en essayant enfin, plus intelligent, c'est pas pour les critiquer, mais c'est en essayant de comprendre mieux les cycles biologiques et d'intervenir en fonction de ce que la plante a besoin, plutôt que d'être comment dire, en pompier et de gaver la graine, quoi. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'était sur la nutrition. Et donc, voilà. Dans notre contexte gersois aussi, on a des réponses assez fortes et on a des économies assez fortes à aller chercher par l'optimisation de cette fertilisation. Euh, voilà. Donc, si on reprend un peu enfin, cette notion de régénérer les sols, en fait, enfin, on est dans des systèmes et des conditions pédoclimatiques très différentes, au sol très différents. Et en fait, on se rend compte que régénérer le sol, c'est possible. Il y a un impact sur la rentabilité de l'exploitation. Il y a un impact positif. La transition, elle est facile. C'est de la méthodologie. Et cette méthodologie-là, en fait, c'est juste comprendre qu'est-ce que c'est les facteurs limitants à la production. Et une fois que ces facteurs sont compris, hiérarchisés, on peut aller chercher de l'impact positif sur les exploitations sans prendre de risques. C'est juste des questions de méthodologie et de, de, de connaissances. Voilà. On parle beaucoup de régénérer les sols, mais je pense aussi il y a une réflexion aussi à l'échelle du paysage. Régénérer les paysages, je pense que c'est assez intéressant, c'est assez important pour les exploitations, notamment quand on est sur des exploitations qui sont avec du parcellaire concomitant, du parcellaire jointif. On a un impact sur le paysage. Et notamment, j'ai deux exemples à partager. Un au Brésil. Ils font pas mal d'alignements d'eucalyptus dans les prairies de Bracaria, des prairies non cultivées. Alors, quand on discute avec l'Embrapa, qui a un gros module, ceux que ça intéresse, Embrapa Agro-Silvopastoril, ils ont un gros module de recherche et développement hyper intéressant avec pas mal de données. Mais aussi, nous, on a rencontré aussi des producteurs qui avaient ces aliments d'eucalyptus dans leur prairie. Et en fait, ce que tout le monde un peu dit, c'est qu'il y a moins de fourrage. Par contre, au niveau de la performance animale, ils vont chercher du GMQ en plus. Il faut se dire qu'ils sont déjà sur des GMQ assez importants. Hein, sur les nourris, là, ils sont sur du GMQ à 1,2, 1,4, sur du taurillon de 300 kilos seulement à l'herbe. Et donc ils vont aller chercher encore plus de GMQ. Et même s'il y a une perte on va dire, de production de fourrage à l'hectare, en fait ça s'équilibre. Et donc au niveau de la production de kilos de viande par hectare et par an, on est sur des mêmes quantités. Voire en fait on va aller gagner en résilience dans le sens où en fait on va encaisser mieux les chocs thermiques, notamment les fortes températures. Donc, encaisser un peu mieux ces variations climatiques. Et en plus de ça, on a le petit bonus de production de bois, notamment dans ce cas-là, d'eucalyptus, pour aller compléter la rentabilité de ces systèmes-là. Donc, hyper intéressant, des systèmes qui fonctionnent et qui sont bien étudiés, notamment par l'EMRAPA. Donc, ceux que ça intéresse, il y a pas mal de données. Et après aussi, on peut ne pas aller que chercher seulement un impact économique sur l'exploitation. Je pense que quand on parle de paysage, on peut aussi parler aussi d'écosystème à l'échelle de l'exploitation, de trames, de circulation de la faune et de la flore sur l'exploitation. Notamment à travers la cohérence comment dire, des bandes enherbées des aliments d'arbres et des bosquets. Et ça, c'est sur quoi on travaille, notamment sur certaines fermes qu'on accompagne dans transition à l'agriculture à l'agriculture régénérative, pardon, en Argentine. On travaille sur les couverts végétaux. D'ailleurs, je l'ai pas dit, le maïs, c'était sur une des fermes qu'on accompagne en Argentine. Euh, euh,
Ouais, voilà, on accompagne aussi sur ça, sur la création de bosquets, d'alignements d'arbres, de bandes enherbées, de zones, on va dire exclues de la production, que ce soit élevage ou euh, ou production de grains, pour pouvoir aller voilà créer de la biodiversité à l'échelle d'une exploitation. C'est difficilement palpable, mais nous on fait le pari que demain il y aura soit de financement écosystémique ou soit aussi un impact positif sur l'exploitation. Et ça dans des écosystèmes, on va dire dans des fermes, dans des écosystèmes sociaux où il y a très peu de pépinières, donc la production de plants, d'arbres est faite sur les fermes, l'entretien est fait sur voilà par des salariés. Il y a aussi des systèmes d'irrigation qui ont été mis en place pour assurer les bonnes implantations des arbres, notamment avec ces hivers secs là, il y a eu des systèmes d'irrigation qui ont été mis en place et aussi du personnel dédié à la réussite. Ça, je pense que c'est important. C'est en fait, si on veut que ce genre d'infrastructure à l'échelle d'une ferme fonctionne, il faut qu'il y ait des gens qui soient dédiés et qui prennent soin de ça. Et s'il y a personne qui est dédié à ça, en fait, forcément, c'est laisser de côté avec les agendas bien chargés d'exploitation. Donc, c'était un peu les clés de réussite, les grandes clés de réussite sur la question du paysage. Donc, en fait, tous ces impacts qu'on va chercher, qu'on va essayer de développer, qu'on met en fait le grand titre agriculture régénérative. Je pense que aujourd'hui, comment dire, on est vraiment dans une demande, notamment de l'aval et sociétale, forte autour de ces pratiques-là. Euh, Notamment aujourd'hui en fait au niveau bancaire, au niveau assurantiel, ils vont de plus en plus regarder la performance globale des exploitations. Euh, le, la performance globale, c'est la performance économique, mais aussi la performance environnementale, carbone, biodiversité des exploitations, mais aussi sociale, avec les démarches RSE dans les exploitations. Et ça, les Brésiliens, j'étais très très étonné, ils l'ont énormément intégré, ils le développent et ils cherchent des marchés avec ça. La photo là, c'est l'entrée d'une ferme qui dit soyez les bienvenus, respectez les règles de l'entreprise, son environnement, la nature. Ici, tout est produit avec de la responsabilité. Et ça, c'est vraiment marquant dans toutes les exploitations, des grosses exploitations. Hein. Là, c'est des exploitations de 30, 50 000 hectares, 100 000 hectares, où tu rentres, tu as les démarches RSE qui sont écrites en grand, noir sur blanc, des gens des salariés qui font des étirements, les registres phyto qui sont tenus carrés. Enfin, voilà. Il y a vraiment comment dire, cette globalité qui vient se lier aux pratiques culturelles, euh, qui fait partie de l'identité de ces exploitations. Et notamment, ils le font ça. Enfin, une des motivations, elle est économique, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une l'équation financière que j'ai essayé de synthétiser comme ça, qui est agriculture régénérative. Il faut cocher les cases de la définition. Bon, en fait, quand on est en Argentine, au Brésil, en Belgique ou en France, on met pas forcément, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur qu'est-ce que c'est la définition, mais en tout cas, tous disent pratiquer l'agriculture régénérative et le revendiquent. Le cahier des charges est différent, mais en tout cas, le mot est similaire et il le revendique. Question de rémunération carbone aussi, rémunération carbone de différents modes de financement, qui est en train de venir, qui est pas encore, on va dire, effectif, mais dont tout le monde parle, c'est la rémunération impact biodiversité, qui en fait va être un peu la petite sœur de la rémunération carbone, et la démarche RSE, forcément, des exploitations. Et ça, quand t'es un gros joueur, quand t'es un gros vendeur de soja, un gros vendeur de coton, aujourd'hui, ça fait partie du cahier des charges de vente. Et en fait, tu as les premières exploitations qui l'ont mis très fortement en avant. Et quand tu discutes avec les responsables des fermes voisines, et ben ils sont là, putain, ils sont partis. Faut qu'on y aille, faut qu'on s'y mette, parce que sinon on va se faire dépasser en termes de marché, quoi. Notamment quand on parle de l'industrie du textile et du coton, c'est vrai, il y a énormément de développement qui est recherché sur ces leviers-là, quoi. Donc ils y vont, il faut pas qu'on attende à y aller, je pense. On peut le voir comme un risque, c'est que un premier risque, c'est que on va essayer certains vont essayer de niveler forcément les fondamentaux vers le bas.
Bon, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est comme la bio. Voilà, c'est un risque. Mais pour moi, il y a plus d'opportunités parce qu'on peut amplifier le mouvement à grande échelle, avoir un impact sur les exploitations, un impact économique, mais aussi un impact, on va dire, plus global pour la société. Donc, je pense qu'il y a du bon à aller chercher ça. Et les exploitations, les grosses exploitations au Brésil et en Argentine, ils vont à fond. Voilà. Euh, C'était un peu la conclusion sur l'agriculture régénérative et moi je vais terminer sur une conclusion un peu plus générale. Je pense que aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe avec les imports d'Europe de l'Est de céréales, la volonté de développement du Brésil, l'Amérique du Sud, la capacité de production importante, ben on n'est plus du tout dans le paysage international agricole des années 2000, 2015. On n'y est plus du tout. Donc, nous, on a besoin dans nos systèmes d'exploitation gersoise, mais aussi, je pense, française, de remettre en question nos modèles de production au niveau des coûts de production, charges de structure. Je pense que ça, c'est un gros, gros levier à travailler et à économiser, notamment dans le contexte des charges qui vont pas rediminuer, quoi, dans ce contexte d'inflation importante. Et aussi de réfléchir sur l'impact de nos pratiques, parce que, en fait, on n'est pas les leaders environnementaux. Ok, certains utilisent encore de la trazine, mais on n'est pas non plus des leaders. On n'est pas tout vert, quoi. Donc, nos pratiques ont un impact et il faut voir comment est-ce qu'on peut diminuer cet impact parce que ça va être des demandes de l'aval de diminuer les impacts au niveau gaz à effet de serre et phyto de nos systèmes de production. Pareil aussi, je pense qu'on a tendance à être un peu les leaders, à dire qu'on est les leaders au niveau environnemental, production, RSE. Je pense qu'on n'est pas les leaders, on est plus on est dans la mouvance, on n'est pas mauvais, mais on est plus dans la mouvance. Euh, voilà. Et pour terminer, du coup, ben, l'agriculture régénérative, ça fait partie de la performance globale des entreprises, c'est ce que j'ai dit avant. Et l'agriculture régénérative, elle permet de travailler sur la résilience de nos systèmes de production et de gagner en résilience dans nos systèmes, ce dont on a beaucoup besoin ces temps-ci. Voilà, c'était un de mes conclusions. Si vous voulez me contacter, c'est facile. J'ai un numéro de téléphone, un mail. Sur LinkedIn aussi, j'essaie de partager un peu ce qu'on fait au quotidien. Et voilà. Et je suis agronome, on accompagne des agriculteurs en individuel, on fait de la formation, un peu dans tout le sud-ouest et surtout dans le Gers. Voilà, voilà. Bah, super, merci beaucoup Sylvain. Avec plaisir. J'ai quelques questions pour toi, bien sûr. Yes. Euh, la première, c'est que tu as quelques questions dans le chat sur tout ce qui était concurrence déloyale, mais en fait, si on résume, la- 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 tu décrivais les contextes, en fait, ils n'ont pas des contextes si paradisiaques que ça comparé à nous. À l'étranger, on dirait qu'en fait, la seule grosse différence, c'est que ben, nous, on a une ferme de 70 hectares ou 100 hectares, 10 000, et je vais peut-être faire un parole un peu trash, mais en fait, si on a 90% des agriculteurs qui sont non renouvelés, les fermes s'agrandissent, on va redevenir compétitif, quoi, au final. Ben, en fait, je pense que bon, c'est une question très complexe, hein, mais moi, j'accompagne des agriculteurs qui ont de la surface, etc. Et je pense que c'est pas parce que tu as la surface que tu as forcément de l'optimisation des charges de production, parce que tu peux aussi tomber dans le travers de j'achète du protracteur, il y a les subventions, etc. Et nous, c'est ce qu'on voit au niveau compte à gestion, c'est que un gars qui a 70 hectares ou qui a 600 hectares en coût de production maïs, au final, il peut être similaire, quoi, s'il a les mêmes itinéraires techniques et les mêmes stratégies d'achat de matériel. Donc, je pense que il y a plus vraiment une réflexion à avoir sur ben, qu'est-ce que c'est mon vrai potentiel de rendement, qu'est-ce que c'est mon coût de production et enfin, quels sont mes leviers de coût d'optimisation des charges sur mon exploitation, quoi. Ouais. Et notamment, c'est souvent très lié traction, ferraille, ferti. Déjà, tu as 60% des charges qui sont à travailler, quoi. Super réponse. Autre question, tu nous as décrit un peu les couverts qu'ils faisaient, donc des couverts intéressants dans la composition, mais simples dans leur complexité. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on n'est pas en train en France de couper les cheveux en quatre et de se surcomplexifier alors qu'on pourrait faire des choses très bien avec quatre espèces plutôt que d'en mettre 15 en mélange, quoi. Euh, ouais, je pense que après, ça revient toujours un peu aux objectifs qu'on a chacun, tu vois.
c'est un sujet assez complexe, tu vois, quand tu regardes un peu les papiers scientifiques, ils mettent toujours en avant que la complexité n'apporte jamais grand-chose, quoi. Euh, c'est que, enfin, n'apporte jamais grand-chose en termes d'impact agronomique. Enfin, avec deux, trois espèces, tu peux déjà faire du taf. Moi, je pense que c'est plus après une question de résilience. Il faut, la question d'un couvert végétal, il faut pas le regarder au mètre carré à ta parcelle. C'est plus à l'échelle de l'exploitation et, enfin, il faut pas le regarder où ça va bien. Il faut le regarder à l'échelle de l'exploitation et comment dire, on arrive à produire, en ayant la diversité, on arrive à produire sur chaque mètre carré à peu près, sur chaque mètre carré. Après, je pense que tu vois, du coup, là, on est sur la période, c'est assez intéressant que tu poses tes questions à cette période, parce que là, dans le sud-ouest, on est sur la période où les couverts sont les plus beaux et la période un peu où on cherche à détruire les couverts et on tire un peu des synthèses de ce qu'on a fait. Et pour moi, en fait, ceux qui ont fait les jolis couverts cette année, c'est ceux qui ont soigné les semis, ceux qui font des semis qualitatifs, des semis avec de la densité de pieds au mètre carré, euh, pas forcément de la diversité, mais de la densité de pieds au mètre carré. Et c'est là où tu arrives à avoir des couverts denses avec de la production de biomasse qui encaissent des excès d'eau, qui encaissent de la diversité de sol, quoi, de l'hétérogénéité en sol. Donc je pense qu'on est plus aujourd'hui la brèche dans la réussite des couverts végétaux, elle est plus dans les qualités d'implantation et dans le choix des 3 à 4 espèces clés qui vont s'adapter un peu sur toute la ferme. Voilà, je réponds à ta question. D'accord, super. Et après, donc, il y avait tout ce qui est travaux sur les biostimulants qu'ils ont lancés au Brésil. Tu disais, il faut mettre Insumos bioloricos, je sais pas comment on prononce. Bioinsumos, ouais. Bioinsumos, ça ne va pas. Voilà, c'est ça. Donc, ceux qui sont en train de regarder, taper sur Internet, hein, bien sûr. Je suis allé voir sur l'Embrapa, il y a tout. Hein. Ouais, il y a Et tout, ouais. si vous ne parlez pas comme vous ne parlez pas portugais, Google Traduction traduit en direct, donc on peut à peu près comprendre ce que ça raconte. Et même, bon, je parle un peu espagnol, mais franchement, en vrai, le portugais, à comprendre, à écouter, c'est compliqué, mais à lire, ça se fait, quoi. Enfin, c'est c'est faisable, quoi. Donc, voilà. Donc, en Lac. gros, je pense qu'on est à la bourre. Je pense qu'il y a deux choses, sur ça. Enfin, je sais pas si tu avais une question. Ouais, bah c'est qu'en fait, va falloir qu'on lise tout ce qui est sur ce site que je ne connaissais pas, hein, et j'invite à tout le monde à le faire. Mais quand on fait des biostimes en France, globalement, ça marche pas. Voilà, tu mets, il n'y a pas de bande témoin. Quand il y a des bandes témoins, des reps, même en grande bande, bah, en fait, il se passe rien, quoi, globalement. Et des fois, il se passe un truc, mais on n'arrive pas du tout à comprendre pourquoi si ça a marché et pourquoi les trois quarts d'autres fois, bah, ça a foiré. Ce qui semble quand même, c'est que les EM en hygiénisation des stabus, des fumiers, Ouais, là, ouais, là, oui, ok. ouais. Mais sinon, le reste, c'est hyper aléatoire. C'est des pistes de travail, mais en gestion de ferme, c'est quand même, tu sais combien tu dépenses, le gain derrière, ben, tu es à peu Ouais. près sûr que tu récupéreras pas parce que tu es encore en phase R&D. Et comment ils ont fait pour bah, sortir la R&D et le passer en gestion de ferme dans des contextes où ils ont des pressions maladies de fou, quoi. Ouais. Ben, je pense que quand tu es au pied du mur, tu trouves des solutions, tu sais, parce que oui, c'était un peu ça, la situation avec les fongies et les insectes. Faut se dire que, enfin, quand tu parles de bio, moi, enfin, vraiment, là, tu me parles de biostime, mais il je pense, t'as deux grandes familles. T'as ce qui va être plutôt conditionnaire de sol pour amélioration, structure de sol, libération des minéraux, etc. Donc là, on va mettre tout ce qui est EM, etc. dedans. Et il faut se dire que eux, ils ont été très forts dans la partie contrôle biologique, champignons, insectes, pucerons, petits insectes et gros insectes, quoi. Donc eux, c'est vraiment ça le gros qu'ils ont développé. Et du coup, tout ce qui est, tu vois, du bacillus ou du trichoderma pour libérer du phosphore et amélioration de la fertilité du sol, c'était, on va dire, c'est venu dans le package parce que c'était la technologie dispo et facile à multiplier, ils avaient un savoir-faire. Donc ça, c'est deux choses. Donc ils sont très forts sur la partie, on va dire, contrôle champignons, insectes. Donc ça, enfin, c'est simple, hein. Tu fais des champs, ça fonctionne pas, tu le vois vite. Les insectes qui pètent, nous, en soja, aujourd'hui, on a quand même un gros problème sur la pyrale.
Tu vois, on fait même en maraîche, ils utilisent beaucoup tout ce qui est BT, tout ça. Enfin, ça fonctionne. Donc, des insectes qui cassent après l'apport d'un apport de biologie, ça, c'est facile, quoi. Pareil pour les fongies, si tu arrives à maintenir ou pas la pression. Après, là où je te rejoins et je te rejoins pas sur la partie, on va dire, plus conditionnaire de sol, c'est que c'est très vrai que je pense qu'on c'est un truc, c'est facile pour l'agriculteur, c'est quelque chose que tu achètes, que tu multiplies, tu le mets et tu te dis avec les EM, tu vas aller libérer les minéraux, etc. Sur le papier, c'est tout joli. Dans les champs, c'est plus compliqué à avoir l'impact. Moi, ce que je dis souvent quand on utilise ces produits-là, parce qu'on les utilise de manière, on va dire, régulière sur les exploitations qu'on accompagne, moi je les utilise sur ma ferme. Euh, et c'est un peu lié aussi au développement agricole de toute cette agriculture régénérative, c'est que c'est pas un outil qui va t'apporter un plus 10%, quoi. Par contre, par contre, ça va t'apporter un plus 1 ou 2%. Et si ça peut t'apporter un plus 1 ou 2% et t'aider à catalyser ton couvert, aider à catalyser un apport comment dire, de minéraux, ben c'est là en fait où tu vas avoir le gain dans ce genre de technologie. Et ça va être très difficile au niveau scientifique de calculer le retour sur investissement. Je pense. Et quand on travaille avec du vivant, je pense que moi, je peux te montrer des exemples sur ma ferme où j'ai fait des bandes à 400 millilitres, j'ai eu des grosses réponses. J'ai fait la même chose sur des parcelles voisines dans d'autres conditions climatiques et j'ai eu zéro réponse. Je pense que c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment, faut le mettre dans un tout. Et je te rejoins, il faut continuer à développer sur quand est-ce qu'on les applique, comment est-ce qu'on a l'efficience à chaque fois. Et est-ce que l'Embrapa accompagne dans le site là, est-ce qu'il y a beaucoup de conseils sur la méthodologie de fabrication? Parce que tu vois, il y a un agriculteur que je connais dans le 91 qui a une ferme en aciès, mais qui fait aussi qui est microbiologiste à l'INRA en fait principalement. Ouais, Il s'essaye un peu aux EM. Il dit, ouais, bon, je ne sais pas si ça va marcher, mais genre, je vais essayer. Il dit, par contre, ce que je peux te garantir, c'est qu'en France, les agriculteurs, ils sont très mauvais pour multiplier les micro-organismes. Et la méthodologie des EM, pour 50% des cas, en fait, ben, c'est la microbio de la mélasse qui va prendre le pas sur la microbio des EM. ok, Juste hors résultat agronomique, il dit juste d'un point de vue de son métier de ouais, multiplieur de micro-organismes, il dit ouais, on fait en France, c'est foiré, quoi. ouais, Et est-ce que l'Embrapa a conseillé là-dessus? Et est-ce que sur le ouais. site, on trouve de la donnée ou c'est une donnée trop scientifique qui va être difficilement exploitable? Ouais, alors donc ça c'est un gros sujet quand tu parles de biologie en fait c'est la contamination biologique. Enfin tu penses multiplier quelque chose et en fait tu multiplies tout sauf ça quoi. Donc ça c'est un gros sujet. Donc en effet je pense qu'on fait vraiment les cochons dans nos exploitations et je pense qu'il y a clairement quand je travaillais en Australie là il y avait des gars je travaillais avec des gars qui multipliaient pas mal de biologie et ils avaient des protocoles vraiment de nettoyage très très forts et je pense que ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et après, si on revient à l'échelle du Brésil, donc oui, l'Embrapa a des protocoles de nutrition. Je pense aussi, enfin quand tu regardes en fait ce qu'ils mettent quand ils livrent les bidons là d'aliments pour les micro-organismes, c'est pas juste une cuve de mélasse quoi. C'est des aliments beaucoup plus complexes. C'est beaucoup plus complexe, quoi, beaucoup plus diversifié. C'est comme une vache laitière, quoi. Enfin, une vache laitière, on peut lui mettre du maïs, mais si on lui met une ration beaucoup plus équilibrée, elle va nous produire beaucoup plus de lait, quoi. Donc ils ont énormément travaillé sur ça, sur l'aliment. Donc ça, tu vas trouver. C'est moins facile à trouver que tout ce, enfin, que tel micro-organisme va impacter sur telle maladie. Voilà. Et après aussi, eux, ils ont en interne, ils ont aussi plein de, moi j'avais visité là, un truc où ils testent en fait les solutions microbiologiques des agriculteurs pour les concentrations et pour dire, ben voilà, ton protocole de modification est bon ou pas bon, et voilà. Et donc ça, c'est ça. Eux, ils ont vraiment toute une filière aujourd'hui qui est structurée autour de ces bioinsumos. Ils sont vraiment structurés et ils sont vraiment allés de l'avant et ils ont de l'amont à l'aval, ils ont tout, enfin, ils ont bien serré le sujet, quoi. Ok, et donc,
Attends, je vais juste reprendre la main sur le partage d'écran. Toc, là. Là, donc là, je dois voir mon écran qui partage. Donc, Ouais. je mets Bio Insumos Yes. et je mets Embrapa. Embrapa. MBRAPA. Ouais. Et donc, Voilà. sur, Et donc après, c'est c'est bien ce site web là, site ouais, agriculture. c'est ça. T'as aussi l'Embrapa et après, en fait, t'as quelques. En fait, là où t'as donc t'as une base sur Embrapa et après t'as pas tout. Après, il faut choper les noms des scientifiques. T'as plein de scientifiques qui travaillent. T'en as qui travaillent sur le soja, t'en as qui travaillent sur la canne à sucre, t'en as qui travaillent sur un type de maladie. Et faut attraper les noms des scientifiques et tu regardes après leurs publications, leurs publications. Après, tu tapes aussi Bioinsumos Brésil sur YouTube. Si tu as envie d'apprendre le portugais, t'as des heures et des heures de vidéos dessus. Parce que je parle pas portugais, mais ils ont l'air de dire que il y a une plateforme de formation gratuite sur Google Play et sur Apple Store où tu peux retrouver les formations, les données, quoi, ce qui a l'air de Ouais, dire ici, quoi. ouais. Moi, je sais que je les chope sur Embrapa directement, mais voilà. Ok, et donc voilà, l'autre lien, c'était ça, Insumos. Voilà, et là, t'as tous les projets de recherche, et donc ta Ouais. méthode, Non, c'est leur site est vraiment bien fait, ils publient vraiment bien, c'est accessible. Enfin. Bon, après, ça reste technique, hein, enfin, ça reste technique et c'est un truc de vraiment pointu, hein, mais il y a l'info dispo. Euh, Après, voilà, il faut revenir aussi sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que c'est nos facteurs limitants. Je sais que nous, dans nos contextes, tu vois, enfin, moi, je le vois ce développement sur deux choses. Soja, aujourd'hui, on a des gros problèmes qui n'existaient pas sur les pyrales et punaises. Donc, je pense que ça va être une grosse porte d'entrée. Bon, le BT, on sait ça fonctionne, mais aujourd'hui, c'était ça aussi le gros problème qu'on a en France. C'est qu'aujourd'hui, on nous vend la poudre. Mais on ne nous dit pas que tu peux te multiplier. Et du coup, aujourd'hui, tu te retrouves avec des coûts de production à 50 euros l'hectare quand tu veux mettre un BT, alors que tu peux te le multiplier. Moi, j'avais déjà multiplié chez moi, parce en Australie, j'avais appris à le faire. Et c'est facile à faire. Et en fait, tu te l'appliques et tu pètes tes larves pareil, quoi. Et, euh, et ça, on ne nous le dit pas, quoi. c'est quoi la recette pour Et ça multiplier? coûte 1 euro, ça coûte 1 euro l'hectare. Enfin, je sais pas combien ça coûte pour nous en France. Il faut que je refasse les calculs. J'ai pas forcément fait le calcul, mais voilà. Et la recette du BT multiplié maison? Tu fais avec des bases mélasse, des bactéries. Tu fais avec des bases mélasse moi, je fais avec des bases mélasse. Après, il faut reprendre les travaux d'Embrapa qui sont sur des choses beaucoup plus, avec des profils beaucoup plus, comment dire, euh, diversifiés, quoi, en termes d'alimentation. Et puis aussi, je pense que c'est lié à ces questions. Tu vois, nous, on est beaucoup sur, quand tu multiplies tes EM, tu mets tes EM, tu mets ta mélasse, et puis tu reviens une semaine après et c'est multiplié. Et je pense qu'on aurait à gagner à brasser ces solutions pour avoir des densités en micro-organismes plus importantes. C'est ce que soulignait l'agriculteur qui est Microbus Salinra, c'est ce qu'il me disait, quoi. Il me dit, faut brasser, de toute façon. Ouais. Et ok. Par contre, peut-être quand tu fais ton BT, autant des EM, tu sens, tu renifles, tu peux goûter, voir si ça passe. J'imagine que le BT, tu vas pas en boire un demi-verre pour savoir si. Ouais, mais tu le sens, ça, cette odeur de bactéries, là, tu le sens quand c'est multiplié, et puis tes pH, ils descendent à 3,5, 4. Enfin, c'est le même protocole que les EN. Il n'y a rien de compliqué, quoi. Après, la question, voilà, c'est combien de micro-organismes tu as, combien de litres hectare t'en mets, tu vois. Et ça, ça, c'est la grosse équation où, aujourd'hui, on a à travailler. Et ben, notamment si ton pote microbiologiste, là, peut nous aider sur ça, ben, il faut qu'on travaille dessus, quoi. Peut-être une dernière question. Tu as pas mal parlé de tout ce qui est fertifoliaire. On Ouais. travaille beaucoup ça en France. On a des choses qui répondent très bien, d'autres on est un petit peu Ouais. déçus. Ouais. Qu'est-ce que tu as vu comme personne ressource accessible à l'étranger, vraiment pertinente, où ils ont vraiment réussi à déplafonner? Après, peut-être que tu me diras sur des zones, mettons, t'es au Neubourg, naturellement ton sol il te fait 110 quintaux, pas, c'est pas naturel, mais il te fait 110 quintaux de blé. Peut-être Ouais. c'est pas sur des terres à fort potentiel que tu vas aller chercher à déplafonner avec de la fertifolière qui est peut-être un petit pansement. Ouais. Je pense qu'on en revient toujours à la même logique. Il faut pas compartimenter les outils. Il faut avoir une approche système. Euh, la fertifolière,
on va dire un pansement c'est un pansement, quoi. C'est pas, tu vas pas faire c'est pas de la nutrition, on va dire que tu vas accompagner la plante dans son cycle de vie. Donc, tu vois, bon, des potentiels en blé à 110 quintaux, on n'aura pas ici, mais on va dire, on prend un potentiel à 70 quintaux, tu as la génétique qui peut faire 100 quintaux. Est-ce que c'est ta nutrition qui est bloquante sur les 30 derniers quintaux? Est-ce que c'est tes méthodes d'implantation, tes densités de semis, ta fertile de fond? Moi, je pense on sous-estime la partie fertile de fond, compost, organique. Nous, on est dans des systèmes sans animaux. On est en déficit d'animaux dans le territoire gersois et à chaque fois qu'on met de l'organique, on remonte les niveaux de productivité. Donc, je pense que c'est vraiment ce foliaire n'est pas la solution miracle. Ça, c'est vrai. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est un outil à l'intérieur d'un système et il faut comprendre qu'est-ce que c'est ton facteur limitant. Et c'est sûr que si, je sais pas, moi, sur un maïs, tu penses avec la fertifoliaire aller chercher les derniers quintaux, alors qu'en fait, ton problème, c'est ton implantation de maïs et que tu as eu des levées sur 4 jours, alors que pour avoir un bon maïs, il faut avoir des levées sur 2 jours. Ben voilà. En fait, tes quintaux, tu les as perdus au semis ne pas faire ton foliaire. Donc voilà. Peut-être un dernier point pour le contexte Aquitaine. On met de la févrole, on en met beaucoup. La févrole tombe de plus en plus malade, on a de plus en plus de mal à Ouais. boucler les cycles. Est-ce que, soit dans le Gers, soit à l'étranger, tu avais un peu une remplaçante potentielle à cette févrole qui nous file bien le coup de main, mais Ouais. qui a même plus besoin qu'elle gèle pour qu'elle meure maintenant, quasiment, quoi. Ouais. Voilà, nous c'est la gros problème, enfin un problème, je pense pas que ce soit un problème, mais c'est un gros constat qu'on fait dans nos systèmes aujourd'hui, parce que on a des historiques févrole 10-15 ans sur les exploitations. Donc en févrole couvert, par production de semences, on en parle même pas. Donc de la févrole qui tombe malade, avec l'inoculum maintenant qui est vraiment partout et dans les sols un peu partout. Donc, ouais, c'est un problème. C'est ce que j'ai mis en slide, dans une des slides quand je parlais des couverts végétaux sur les densités de semis. Moi, voilà, un des premiers constats, c'était le manque de densité avec les févroles. Et après, derrière, c'est la perte en productivité des févroles avec les maladies, anthracnose, botrytis. Et donc, nous, on a travaillé beaucoup avec les agriculteurs sur la diversification des couverts végétaux. Euh, on reste dans la plupart des cas avec des bases févroles, mais on va aller chercher de la densité au mètre carré avec d'autres espèces, des trèfles sporodrome, Micheli, des vesses du Bengale, vesses communes, vesses de lue. Euh, voilà, on va chercher ça. Après, maintenant, la question, c'est date de semis, qualité d'implantation, enchaînement dans la culture, euh, qu'il faut adapter à chaque ferme pour méthode de semis qu'il faut adapter à chaque ferme pour avoir du résultat. Parce que en fait, pour moi, enfin, c'est là où je trouve ça très, enfin, drôle en tant qu'agronome, c'est tu donnes le même mélange à 5 paysans différents, t'as pas le même couvert parce que ils n'ont pas semé à la même date, ils n'ont pas semé à la même dans la même méthode. Donc, les choix de mélange, les choix de variété sont clés, mais il y a aussi d'autres leviers qui sont importants et qui sont sous-estimés, je pense, nous, dans nos contextes sud-ouest. D'accord. Super. Ben, merci beaucoup. Alors, je regarde vite fait, on n'a pas d'autres questions. Donc, si tu as un mot de la fin, tu peux y aller. J'avais pas forcément prévu ça. Non, je pense que, enfin, voilà, je pense qu'il faut travailler sur la résilience de nos exploitations. On est loin d'être parfait. Il y a encore beaucoup de taf. Ça passe par de la recherche, de l'échange entre paysans, de l'échange entre agronomes. Faut pas être avare en information. Je pense que tous les jeunes là qui sortent d'école, il faut qu'ils aillent voir à droite à gauche aussi ce qui se passe à l'étranger, parce que en fait, à chaque pays que où j'ouvre la porte, il y a une quantité d'informations incroyable qui ressort. Donc voilà. Donc faut continuer à taffer et on va y arriver.
Super. Bah, c'est une belle conclusion. Sylvain, bah, merci beaucoup. Merci à toi, Martin, et merci à tout le monde.